vient de s'ouvrir un débat qui n'est pas prêt de se conclure, me semble-t-il. Mais ce n'est pas très grave, nous nous retrouverons et je suis sûr que nous nous convaincrons les uns les autres puisque nous ne sommes pas finalement aussi éloignés qu'on le croit. Au moment de conclure, je voudrais d'abord remercier tous les membres de notre équipe qui ont travaillé à cette réunion de Dourdan. Ce n'était pas simple, c'est la première fois que nous faisons cela. On essuie un peu les plâtres, pour tout vous dire. Je remercie Yannick Verneau, je remercie Karim Boucher, enfin, il est aussi président officiel, donc nous remercions mutuellement en réalité. Je remercie Patrick Cognier, je remercie Philippe Cadieux, je remercie Jean-Luc Marsat. Je vous remercie tous et je vous félicite d'avoir été très patient. J'espère qu'à aucun moment, au cours de ces 2 jours et demi, c'est un peu long, on va commencer vendredi pour beaucoup d'entre vous en début d'après-midi. Personne ne s'est ennuyé et nous repartirons tous, chacun plus riche qu'il n'est arrivé, je suis sûr d'ailleurs, parce qu'il y a eu de très très bons moments et à peu près tous les ateliers ont été dans un esprit fort passionnant. Alors, certes, c'était un pari difficile. Je ne sais pas si nous l'avons réussi complètement, mais encore une fois, la route sera longue, que de réunir dans une forêt d'Île-de-France, comme des druides gaulois en guerre, cette fois-ci à Dourdan, des hommes, des femmes venus de tribus différentes. C'est l'éternel pari gaulois. Est-ce que les tribus vont se réunir ici ou là? Je ne sais pas si nous le referons à Dourdan, nous en discuterons entre nous, mais nous referons des manifestations du même genre à l'aune de l'Union des Patriotes. De l'Union des Patriotes pour la France. D'ailleurs, sur la suggestion de Claude Dacier, je demande si nous ne pourrions pas trouver comme slogan ou comme sous-titre pour le ciel pour l'Union des Patriotes, ou alors l'Union des Patriotes pour la France. Ça peut très bien être notre sous-titre ou notre slogan permanent. Alors, nous le referons et je sais un peu mieux comment m'y prendre. Parce que, pour tout vous dire, d'ailleurs, je ne cache rien, nous avons invité beaucoup plus de personnalités que nous ne vîmes arriver de personnalités. Un peu dans la situation disputandiste d'un homme isolé à Londres qui écrivait dans ses mémoires « Moins il venait de notables, moins de notables venaient ». Évidemment, nous enclenchons un processus. J'espère qu'un jour, d'autres responsables de l'UMP, des élus de l'UMP, on a eu ici, nous avons entendu Patrick Jarry ce matin, nous avons entendu des anciens membres de l'UMP, des anciens membres du RPR, nous accueillons Xavier Lemoine qui est courageux entre tous. Il y en a quelques-uns. J'ai eu une conversation avec Charles Béguédé qui est venu, grâce à Christian Vosges d'ailleurs, qui est intervenu chez nous lors d'une colloque dont je parlais tout à l'heure à l'Assemblée nationale sur le thème des libertés. Il se demandait encore les 3 jours s'il viendrait ou pas. Finalement, nous avons convenu au téléphone qu'il fallait mieux qu'il ne vienne pas, car il est engagé dans une partie très serrée au MEDEF, excusez-moi, trop de signes, décidément. Nous avons convenu l'un à l'autre qu'il fallait mieux qu'il ne vienne pas. Mais nous avons quand même, chacun à l'esprit, je ne donne pas d'autres noms, le nom de personnalités, des élus du terrain de l'UMP, des députés, des anciens députés, qui certes nous font tous beaucoup de révérences en privé, et qui, depuis 3 semaines, un mois que je les appelle, me donnent, c'est large, remarquez, je peux rien apprendre sur ce côté-là, un aperçu très, très large j'allais dire, de la misère humaine. Ah oui, plutôt, mais vous avez raison, écoutez, bien entendu, il faut absolument, écoutez, la gauche le fait, pourquoi pas la droite? Ça, c'est un député en exercice qui me dit ça. Il faut absolument qu'il y ait un endroit où on se rencontre, où les droites s'unissent. Et puis, on ne sera jamais alliés si on ne se rencontre pas, si on ne se connaît pas. Alors là, les conclusions divergent. Hélas, j'ai autre chose à faire.
Ce jour-là, ah oui, ce n'est pas le jour. Quelquefois, je m'amuse parce que je dis une fausse date, et ce jour-là, manque de bol, ils sont pris. Je dis, bah alors à ce moment-là, le 13 avril. Allez, non plus, je ne le sais pas. Certains anticipant, par exemple, que leur belle-mère se passera le genre le 14 avril, ils seront très pris ce jour-là. 3 semaines à l'avance. Bon. J'en ai eu des conversations amusantes, je peux le dire. Et d'ailleurs, j'ai fini par m'impatienter, puisque l'un d'eux, quand il me voit de dire, en faisant ce geste, il faut qu'on fasse l'union, en faisant ce geste-là, je croyais qu'il allait venir. Il est jeune et ambitieux, ceci explique cela. Et finalement, il m'a dit que jamais il ne pouvait paraître dans un tel cénacle, car c'est que ma carrière serait fichue. Voilà. Alors je lui ai répondu que sa carrière était fichue s'il ne venait pas. Mais il n'en est pas encore convaincu. Cela étant, un jour, il en sera convaincu. J'étais à ce point irrité que je lui ai envoyé un petit message pour lui citer ce trait de La Bruyère. Combien de gens, écrivait La Bruyère, vous voyez que c'est Dieu comme le monde, comme l'homme, combien de gens vous étouffent de caresses dans le particulier, vous aiment et vous estiment, qui sont embarrassés de vous dans le public et qui, au lever ou à la messe, évitent vos yeux et votre rencontre. Il n'y a qu'un petit nombre de courtisans qui, par grandeur ou par confiance qu'ils ont d'eux-mêmes, osent honorer devant le monde le mérite qui est seul et dénué de grands établissements. Nous sommes en plein dans La Bruyère, évidemment, et encore une fois, certains ont dit oui, je les félicite, d'autres ont dit non, mais plus tard, et je les prends au mot, nous ne fermons la porte à personne, et je suis sûr d'ailleurs que les circonstances, ces fameuses circonstances, commanderont l'union, ne serait-ce d'ailleurs que pour le sauvetage de leur carrière, ou peut-être même de leur propre vie. Donc, il me semble qu'il nous faut observer le calme des vieilles troupes et que la petite graine que nous semons ici va très certainement croître et embellir. D'une certaine façon, je trouve que notre réunion s'est fort bien passée parce qu'il y a eu assez peu de divergences, finalement. Je disais tout à l'heure le professeur Lebreton, il parlait du péril, du grand péril de l'immigration. Il dit qu'il y a des exceptions. Bon. Et j'en vois comme professeur d'université. Qu'a dit M. Delcroix, il y a un grand péril, mais le péril, ce n'est pas les musulmans, c'est l'islam. C'est pareil. Qu'a dit Renaud Camus, j'ai des amis musulmans, ils essaient de s'intégrer, mais hélas, ils sont minoritaires. Bon, ben, au fond, on dit à peu près la même chose. Il n'y a pas tellement d'opposition. Ou alors, pour le plaisir, de multiplier les oppositions, mais j'aimerais qu'on, les temps étant ce qu'ils sont, n'est-ce pas, les autres, ce que nous en savons, que l'on ne prenne pas plaisir à accroître les oppositions, justement. Qu'a dit Renaud Camus tout à l'heure à propos des États-Unis, mon supposé rite anti-américain, et qu'a objecté Perceval, c'est que très certainement l'immigration est un péril parce que les Français ont perdu le sens d'eux-mêmes. Ben voilà, ben, nous sommes tous d'accord pour cela. Alors en effet, vous avez tout à fait raison, Renaud. D'ailleurs, vous avez toujours raison. C'est comme ça, vous avez, j'en arrive toujours à vous donner raison à un moment. Il est rare que je ne sois pas tôt ou tard convaincu. Donc je suis un peu disciple, voilà. Je ne peux pas le dire. Donc tôt ou tard, je sais que si vous dites quelque chose qui me heurte, je sais que je viendrai à penser comme ça. Mais vous avez raison, quand il y a le feu, on ne va pas chercher dans quelle pièce le feu a pris. Vous avez tout à fait raison, mais malgré tout, vous êtes un écrivain, moi aussi, il y a plusieurs personnes ici qui aiment écrire, enfin, nous aimons tous réfléchir, nous aimons aussi arriver dans l'essence de la politique, qui est la détection des causes et des conséquences, malgré tout. Et certainement, on peut porter remède à un mal, même très urgent et très grand, quand on en perçoit un peu la source. Je n'ai jamais rien dit d'autre, et Perceval l'a dit, que cette chose simple, c'est qu'il est très rare dans l'histoire qu'un peuple comme le nôtre, fier, malgré tout au long de son histoire, il a été encore plusieurs fois au fil du XXe siècle, se laisse subvertir. C'est pas normal
cette passivité, c'est même pas une passivité, cette espèce d'obsession à servir l'autre plutôt que soi. Donc, la question qui est surtout celle des élites, mais des élites auxquelles on ne casse pas la figure, encore que ça commence à venir. D'ailleurs, Madame Fourest, je ne m'en réjouis pas en tous les cas en public, a essuyé quelques violences dont plusieurs personnes pourraient penser qu'elles étaient méritées. Mais ça va venir, bien, parce qu'il y a vraiment c'est pas la passivité la question, c'est le cœur que l'on met à nous dissoudre nous-mêmes. Et oui, mais il y a quand même bien une cause, et on ne m'empêchera pas de penser que cette cause est antérieure aux grands flux migratoires des années 70 et qui ont cru en 1900, dans les années 80. Ça a commencé aussi dans les années 70, j'ai toujours en mémoire un propos très directement rapporté par Philippe de Saint-Robert, qui voyait régulièrement Pompidou, et qui, peu de temps avant la mort de Pompidou, il l'a vu, je crois, en janvier, Pompidou est mort en avril. Ah, cette fois, c'est pas Claude Dacier, c'est Madame Dacier qui fait. C'est un concert, on va vous confier l'animation du samedi soir la prochaine fois. Mais en janvier 1974, Philippe de Saint-Robert a vu pour la dernière fois Georges Pompidou, et il lui dit, mais tout de même, on observe une croissance inquiétante ces derniers mois, ou ces 2 ou 3 dernières années, des flux migratoires, il y a quand même beaucoup d'Algériens, etc. Oh, dit Pompidou, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Chaque fois que je vois un représentant du CNPF, c'était pas le MEDEF, c'était à l'époque le CNPF, ils ne me parlent que de ça. Ils veulent des immigrés, et encore plus d'immigrés, et encore plus d'immigrés. Donc il y a en effet une participation active, elle n'est pas simplement le fait de politique, mais de la faiblesse des politiques. Non pas en face du peuple, mais en face du patronat. Alors donc les affaires sont infiniment complexes, et il faut quand même que nous interrogions sur cette réflexion si troublante que j'évoquais de ce dialogue des chaînes qu'on a là, que le général de Gaulle fait à André Malraux. J'ai essayé de porter au-dessus de lui-même un peuple qui était attiré par le néant. Et oui, d'une certaine façon, le peuple français est attiré par le néant. L'histoire est lourde. Ah oui, c'est vraiment le concert d'Acier. J'essaie de donner un peu de gravité à mon propos, mais on ne peut pas y arriver. Attiré par le néant, certes, mais pourquoi? Quand même, je fais cette hypothèse que la France, qui s'est lancée dans une guerre épouvantable en 1914, une guerre de 30 ans en réalité, et qui a été sauvée à 2 reprises par les Anglo-Saxons, disait le général de Gaulle en 1917, par les États-Unis et la Grande-Bretagne, l'ensemble des pays du Commonwealth d'ailleurs. Et puis pareil, quelques 20 ans plus tard, la France a perdu confiance en elle-même à cause de cela. Et elle s'est laissée... Je vais vous demander de mettre un votre portable parce que je ne vais pas sans cesse, M. Dacier, m'interrompre si vous voulez bien. Éteignez-le si vous le savez faire. Ah bon, c'est ce qu'on entend. Et je crois vraiment que il y a dans le décervelage français une part qui vient d'un phénomène simple, un phénomène de domination. Je crois qu'il y a en France une conception exagérément positive du mode de vie américain dans lequel nous avons plongé parce que c'est un matérialisme pur et simple. L'univers a sombré dans un matérialisme, il y a une sorte de déshumanisation générale, particulièrement ressentie en Europe, justement à la faveur de ces grandes crises et du nihilisme qui peut en être. Évidemment, on ne va pas attaquer les États-Unis spécialement, mais c'est un empire et on ne peut pas empêcher un empire d'être un empire. Si vous voulez, c'est un empire. Et nous avons, dans les années 20 déjà, dans les années 30, puis encore plus dans les années 50, subi des vagues assez voulues par cet empire lui-même, n'est-ce pas, de colonisation culturelle. Il s'en est produit, cela s'est traduit par une perte de connaissance, de confiance en nous-mêmes et de connaissance de nous-mêmes. Voilà. Et je dis cela parce que c'est quand même un élément
que peuvent avoir à leur disposition les pompiers. Là, je parle justement du remède, pas simplement de la cause. Il faut que nous réensemencions de la France dans les esprits. Voilà. Alors qu'elle s'est un peu évaporée au fil des années 20, au fil des années 30, au fil des années 50. Encore plus dans le fil des années 80, 90. Je crois d'ailleurs que ça va cesser. Je pense que le miroir est aux alouettes du matérialisme intégral. J'ai vécu aux États-Unis, je connais bien ce peuple, je crois qu'il est épuisé lui-même par son modèle. Nous serons tous, tôt ou tard, je crois que les âmes sont vraiment à plat. Elles ont besoin d'autre chose que de la jouissance, dont nous parlait Véronique Hervouet hier. Je ne crois pas, je suis chrétien, je ne crois pas que l'homme a pour seul but sur terre que de jouir. Voilà, et de jouir son ventre. Rien n'est plus triste. Et nous sommes dans cette tristesse-là. Voilà pour vous répondre, Renaud Camus, sur la question de l'américanisation. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de débats non plus, et je reviens sur ce que je disais à l'instant. Je crois que nous sommes quand même très près les uns des autres. Je suis donc confiant, c'est peut-être ma nature. Heureusement d'ailleurs, parce que ça fait plus de 20 ans que je me suis lancé dans la politique, alors que j'ai au fond une appétence assez mince pour ce genre d'activité. Je m'y ennuie assez souvent, je ne veux pas dire lourdement, mais c'est pas toujours drôle. Et je crois que la confiance ne me quittera pas, et surtout pas en ce moment, parce que je vois la question du mariage homosexuel en est un signe. Ce que nous a dit Julien Rochdy est magnifique. Je ne vais pas citer un orateur, parce que je devrais en citer beaucoup d'autres. Ce que nous a dit David Tanoir, enfin je vais pas en finir. Ce que nous a dit Catherine, ce que nous a dit Xavier Luman. Catherine, dont j'étais content d'ailleurs, il cita Nicolas Berdyaev, très éclairant, Berdyaev. Oui, très certainement, la valeur espérance, qui est la valeur cardinale, une des valeurs cardinales des chrétiens, est plus vive aujourd'hui que jamais. Et il me semble que ce que nous avons fait ici, aussi modeste que cela soit, nous étions une petite centaine hier, une cinquantaine vendredi, une soixantaine ce soir, je crois que c'est assez héroïque ce que nous faisons. Je crois que c'est héroïque. Parce que, certes, nous ne pouvons pas tout, nous ne pouvons pas convoquer, nous leur avons envoyé un mot, pourtant une lettre d'invitation, au moins l'invitation à se faire représenter, convoquer à Dourdan M. Copé ou M. Fillon. Je pense ici à un autre Camus, Albert Camus, qui disait « Les héros ne sont pas ceux qui font ce qu'ils veulent, mais ceux qui font ce qu'ils peuvent. » Eh bien, franchement, j'aurais fait, nous aurons fait, pas vous tous, je crois, nous aurons fait ce que nous pouvons faire. Et c'est ce que je vous demande à certains, à tous, pardon, pas à certains en particulier, à tous, à chacun, c'est d'être héroïque dans la vie de tous les jours. Héroïque, c'est ce que je disais en vous répondant, madame, tout à l'heure, héroïque, c'est avoir l'idée de la France, d'abord, se cultiver en soi l'amour de la France, c'est déjà du travail. Ça suppose par exemple que l'on relit son histoire de France. Bon, ça calme beaucoup, parce que l'on voit que la France est passée par bien des désastres et qu'elle ressurgit toujours. Déjà, ça fait du bien. Et puis ensuite, par l'histoire, je crois qu'on retrouve la saveur de notre pays. Mais il y a aussi ce travail qui consiste à parler de la France autour de soi. Voilà. Et à faire en sorte que le mot ne soit pas tabou et le mot, l'expression autrefois impudique, l'amour de la France, revienne dans les esprits, dans les cœurs et dans les conversations, encore une fois, où que ce soit. Je crois que la France sait, par sa longue histoire, qu'elle ne peut compter au fond que sur elle-même. Elle l'a prouvé tout le temps. Très souvent, on rejaillit des élites inattendues. Je crois qu'elle ne se résume pas aux politiciens d'aujourd'hui, qui ne sont même plus au rencard d'ailleurs. Je crois qu'ils sont débordés, en réalité, on le voit bien. Elle ne se résume pas aux profiteurs d'abandon et aux débrouillards de la décadence que fustigeait déjà le général de Gaulle au premier temps du RPF. Il y a derrière un peuple. Et je pense que ce peuple, il est insubmersible malgré tout. C'est pas un acteur de l'histoire simplement, c'est une entité qui dépasse chacun de nous et qui a dépassé tellement de siècles, qui est passé à travers tant d'épreuves, que sa durée même est un gage de vérité.
Je crois, comme Platon, que le signe de la vérité, c'est la durée. Ce qui dure et ce qui devient dur devient vrai. Il n'y a peut-être pas de vérité éternelle, mais la première étape de la vérité, c'est le temps, c'est la durée. Et de ce point de vue-là, le peuple français et la France, eh bien, ce n'est pas une réalité, c'est une vérité. Et il n'y a pas tellement à avoir peur, parce qu'une vérité, ça devient assez vite éternel. Le tout, c'est de savoir la servir. Nous avons trouvé, et c'est peut-être un signe de la Providence, nous avons trouvé à l'horizon une femme, Marine Le Pen, qui, je crois, peut incarner, et Dieu sait que c'est difficile, et Dieu sait qu'il faut l'aider, ne pas la critiquer, la servir, peut-être la guider, mais l'aider avant tout, c'est ce que nous essayons de faire, qui essaie d'incarner toutes les facettes de la France. Ce sera notre grandeur d'avoir été les premiers à la reconnaître à l'horizon, alors que ça n'est pas exactement notre tribut de départ, n'est-ce pas, Lucia? Par exemple, moi-même d'ailleurs, j'aurais jamais cru, mais jamais, pendant des années et des années, n'est-ce pas, Philippe, enfin, il est parti d'ailleurs, il est là. J'aurais jamais cru qu'un jour je soutiendrais le président ou la présidente du Front National. Mais avec beaucoup d'humilité, je crois qu'il faut savoir faire tomber les écailles de ses yeux, il faut savoir tuer le vieil homme, et puis admettre simplement qu'un jour apparaît à l'horizon quelqu'un qui incarne la France toujours mieux. Il faut l'aider à faire en sorte qu'elle le fasse toujours mieux, et c'est le pari que nous avons fait au ciel. Paris qui, un an après notre création, nous sommes notre congrès fondateur, vous en souvenez, était le 24 mars 2012, il y a un an et quelques jours. Je crois que malgré tout, malgré tant de difficultés, malgré tant de travaux, de peines, de déboires, ce pari est réussi. Et que ce rassemblement bleu marine, qui doit être notre étiquette, qui est infiniment perfectible, qui lui aussi est l'esquisse de quelque chose qui, je crois, va submerger l'ensemble de la classe politique, ce rassemblement bleu marine n'existerait pas sans le ciel, finalement. Ou alors il serait le rassemblement du FN et du FN, mais ça sera encore du FN. Je crois que de ce point de vue-là, nous faisons partie de ces très petits groupes d'hommes et de femmes qui, dans l'histoire, même s'ils passent inaperçus, auront joué un rôle énorme. Et je crois que c'est ce qui s'est passé ici à Dourdan. Chacun de nous a été les acteurs de ce moment, qui, je crois, aura d'une certaine façon, je ne dis pas que c'est un événement historique, mais si nous savons le prolonger, il sera un phénomène historique. Et je crois que l'on peut dire, pour conclure, en vous remerciant les uns les autres de nouveau, avec Nietzsche cette fois, que même si l'avenir s'avance en silence, il s'avance doucement, avec le sens de la fatalité, de la nécessité, de l'histoire, sur des pattes de colombe. Merci de votre attention.